contemporary technology. But it's a smart use of contemporary technology that uses wood, that uses leather, that uses electricity where they need to. There's nothing, it didn't seem to be looking back. Things like that, I think, are looking forward into creating the kind of art that makes people's souls happy, that delights you. Sorry, I should have stopped in the middle for you, shouldn't I? Tout d'abord, je pense que ce que j'ai vu aux machines, c'est vraiment quelque chose de magnifique, mais je ne le qualifierais pas de steampunk. Donc pour moi, le steampunk, c'est plus... effectivement, quand on parle des pères fondateurs, on parle notamment du premier écrivain Michael Moorcock et de son œuvre. Dans les années 80, le terme a été plutôt utilisé pour les trois pères fondateurs dont vous avez parlé, notamment James Blaylock. Le terme en vogue à l'époque, on parlait quand même pas mal de cyberpunk, et c'est Blaylock qui a parlé justement plutôt de requalifier en steampunk. Moi, ce que je n'aime pas sur ce terme, c'est qu'en fait, maintenant, il englobe plutôt une espèce de mode original ou excentrique, alors que quand j'ai vu le travail des machines, j'ai plutôt vu quelque chose qui reflète une certaine intégrité. Par exemple, ce que je n'aime pas, c'est que le steampunk, pour s'appeler steampunk, il suffit de porter des espèces de grosses lunettes d'aviateur avec un haut de forme, et puis voilà, on fait du steampunk. Ou alors il suffit de mettre quelques éléments en cuir ou en cuivre autour de son iPhone, et ça y est, on fait du steampunk. Je trouve que c'est quelque chose de très nostalgique vers une époque qui n'a jamais existé, donc c'est déjà un peu... c'est une espèce de regard porté vers l'arrière, mais sans réalité vraiment. Donc c'est pas forcément mauvais en soi, c'est juste que pour moi c'est quelque chose qui ne va vraiment nulle part. Alors que quand j'ai regardé le travail aux machines, l'éléphant, l'arbre héron, j'ai vu une utilisation vraiment intelligente de la technologie contemporaine, mais qui utilise des matériaux anciens comme le bois ou le cuir, sans aucune nostalgie. C'est plutôt une création artistique qui apporte du bonheur à l'âme d'une certaine façon. J'aurais une question pour Neil Gaiman. Vous avez écrit The Doctor's Wife, qui est probablement un des épisodes les plus émouvants de la série Doctor Who depuis le renouveau. Est-ce que c'est la réalisation d'un fantasme de fan de longue date, ou est-ce que c'est Steven Moffat qui vous a proposé l'idée et vous a laissé après le champ libre pour écrire l'histoire? With The Doctor's Wife began when I had dinner with Stephen Moffat, before Matt Smith had even been cast, before it had been announced that Stephen Moffat will be taking over. I've been saying nice things on my blog about Doctor Who, in particular about Stephen Moffat's episodes. And he said, come and have dinner. And we had dinner. And during the course of the dinner, I was saying things like, you know, if somebody offered me the chance to write a Doctor Who, I'm sure I would jump at it. And eventually, Stephen Moffat said, oh, fuck this, for fuck's sake, you know that I'm going to be taking over, I know that you want to do one, let's just get on with this. Donc pour cet épisode justement de The Doctor's Wife, en fait ça s'est passé au cours d'un dîner avec Stephen Moffat, et c'était bien avant que Matt Smith ait été engagé pour le rôle, avant que l'annonce officielle ait été faite que Stephen Moffat allait reprendre la série, et j'avais écrit moi un petit peu sur mon blog à propos de certains épisodes de Stephen Moffat. Donc il m'a invité à dîner, et donc pendant tout le dîner, j'ai pas arrêté de lancer des grosses allusions. Si vraiment, moi si je devais faire un épisode, si je devais écrire quelque chose à propos de Doctor Who, enfin si je devais faire ci, faire ça, c'est cette idée-là qui me plairait. Donc au bout d'un moment, il a fini par me dire, bon écoute, tu sais que moi je vais reprendre la série, je sais que tu as envie de faire quelque chose, on va arrêter de tourner autour du pot, on y va. So I went away and I thought about stories, and I came up with this idea, and the Doctor's Wife part of it, the making the TARDIS a person, was the second part of the idea. The first part, I thought, I just want to make the inside of the TARDIS a dangerous place. And I thought, well, how do you make the inside of the TARDIS a dangerous place? I thought, well, what if
you had a malign intelligence that took over the TARDIS. And I thought that would be great, but what do I do with the TARDIS's intelligence? And I thought, oh, well, stick it into a girl, I suppose. And that was the way that I phoned Stephen Moffat. And I told him the story, and he said, TARDIS girl, yes! Do it, write it. So I wrote it. Donc voilà, je suis partie de ce dîner en essayant de penser des idées d'histoire, et ce que je voulais au départ, donc dans cet épisode, c'était l'idée était de transformer le TARDIS en personne. Je voulais, mais surtout avant tout, faire du TARDIS un endroit dangereux. Alors comment faire un endroit dangereux avec le TARDIS? L'idée c'était qu'une intelligence maligne prenne possession. Alors dans ces cas-là, l'intelligence du vrai TARDIS, où est-ce qu'on la met? On la met dans une femme. Donc j'ai appelé Stephen Moffat avec cette idée, et il a dit un TARDIS femme, super. Donc je signe. So I wrote it and rewrote it and rewrote it, and then it got bounced from one series to the next, so I had to start rewriting it again because it had just been the Doctor and Amy, and now it was the Doctor and Amy and Rory, and it was filmed, it came out, and everything, I think we were very lucky. I had the perfect director, we had the perfect cast, it just made me happy, it worked perfectly. Donc j'ai commencé à écrire l'épisode, j'ai réécrit l'épisode, j'ai réécrit l'épisode, parce qu'en fait on passait d'une saison à l'autre au fur et à mesure que le temps passait. Donc au départ c'était juste avec Amy, ensuite voilà, les personnages ont évolué à la saison suivante. Donc au final j'ai quand même eu beaucoup de chance parce que quand il est sorti, l'épisode tel qu'il est sorti était vraiment très très bon. D'une part le réalisateur était parfait et tout le casting était fabuleux, donc c'est très très bien fait. For the new episode that I'm writing, though, the one that they are shooting right now, if I was not here at Utopiales, I would be in Cardiff getting in the way, which is what writers do. And we eat all the food before anyone else can get to it, because they're all acting and working, and we just walk over to the craft service tent and eat all the nice sandwiches. But I'm not, I'm here. But that one actually did start with an email from Stephen Moffat, because Stephen had said, do you want to come back and do another Doctor Who? And I said, I don't have time. And he said, okay. And then the next day I get an email from him saying, you know, the Cybermen aren't really scary anymore. And when we were kids, the Cybermen were scary. Would you like to write an episode that makes the Cybermen scary again? And I'm like, oh yeah. So that was the start of it. So that one I actually did get a request from Moffat, but that was the entire request. The story, the episode, everything from that point on was mine. But that first thing of just making them scary again, and remembering the things that scared me as a child, Moonbase and Tomb of the Cybermen, those two things which just terrified me. I'm thinking, well, what was it about them that terrified me, and how could I bring that back? Donc pour le nouvel épisode qui est en tournage actuellement, et d'ailleurs si je n'étais pas aux Utopiales, je serais en train de vider les buffets du tournage à Cardiff, parce que c'est ça que font les auteurs, comme ils ne font rien, ils ne travaillent pas sur les tournages, ils mangent tout le buffet et ils gênent tout le monde. Donc c'est ce que je serais en train de faire si je n'étais pas aux Utopiales. Et bien ça a démarré sur un email de Stephen Moffat qui m'a demandé de refaire un épisode, et là je lui ai dit j'ai vraiment pas le temps, je suis désolée. Et puis il a quand même réussi à me convaincre parce qu'il m'a envoyé un mail en me disant « Tu te rappelles comment on avait peur des cyborgs, des hommes cybernétiques quand on était petits, et aujourd'hui ils ne font plus peur à personne. » Bon, voilà. Et ben, est-ce que ça te dirait d'essayer de les faire effrayants à nouveau? Et là du coup il a réussi à me séduire. Et du coup c'était vraiment une demande de Stephen Moffat du tout au tout. Et du coup moi mon travail ça a été de me rappeler ce qui me faisait peur dans ces cyborgs de quand j'étais petit, comme Moonbase ou Tomb of Cyberman. Donc voilà, le travail ça a été vraiment de retrouver ça. Today I've learned that shorthand for TARDIS is a T in a box. But there is no shorthand for Cyberman. You have to keep on writing out Cyberman over and over again. Et en fait, le truc, c'est que il a... Should be a T in a box with a little light on the top. Oui, donc mon abréviation pour TARDIS, c'est un T dans un carré, et j'ai pas trouvé d'abréviation pour Cyberman. Voilà. Bonjour, vous êtes tous les deux des auteurs plurimédias. Vous dessinez, vous écrivez, vous faites du cinéma. Je voulais savoir comment
quand vous créez par exemple une œuvre comme Coraline ou Mir Masque, est-ce que vous pensez déjà à l'avance que ça va être décliné dans différents médias en fait, porté au cinéma, porté en BD, porté en livre? I just stare gloomily at a blank page and try and write. I'm worried about getting to the next page. On a bad day, I worry about getting to the end of the sentence. I definitely don't sit there going, I think I will compose something that one day down the line will become a movie, a graphic novel, a television series, whatever. I look at it and go, how can I make this line funny? How can I make this line interesting? So that's... En fait, quand je suis en phase de création, je suis plutôt plantée devant ma feuille blanche, à me demander ce que je vais mettre dessus en la regardant droit dans les yeux, et je m'inquiète plutôt de comment je vais remplir la prochaine page, ou même comment je vais écrire la prochaine phrase, plutôt que de me dire alors ça ferait un bon livre, ou bien ça ferait une bonne série télé. Donc ma question c'est vraiment, bon, alors comment je peux rendre ce passage-là plus drôle, plus intéressant. Voilà. And I'm not really a fan of this constant adaptation of squeezing one thing into another medium that it was never meant to be in the first place. I like creating something to be specifically what it is. If the story comes with music, well then it's going to have to be a film or something like that. It couldn't be a comic. But if it could be told, you know, very intimately just in pictures, then maybe that's a comic. The story usually dictates the medium, and I like to try and, you know, make it specifically for that. There's a lot of talk about e-books at the moment, and trying to you know, create e-books for e-readers for iPads and things like that, and publishers tending to take a book and just make it move a little bit, which is a kind of awkward halfway house, or take a short film and freeze it a little bit, so that's how. And I think that's rubbish, really. But I'd love to do something for an iPad or for an e-reader, but design it specifically to be that. Not just constantly adapt something that was, you know, was never meant to be that in the first place. Je ne suis pas un grand fan de l'adaptation systématique vers tous les médias possibles. Quand je crée quelque chose, j'aime bien que ce soit vraiment pour un média en particulier, un médium. Par exemple, si dans ma tête l'histoire est accompagnée d'une musique, bah, ce sera un film, ça ne peut pas être une BD. Au contraire, si l'histoire est tout de suite plus intime, et bah, forcément le média BD va être plus adapté. C'est vraiment l'histoire que j'ai dans la tête qui va dicter le médium que je choisis. On parle beaucoup en ce moment, par exemple, des e-books, des livres numériques, pour les lecteurs numériques. Et ce que font les éditeurs, c'est qu'ils prennent un livre, ils l'animent un petit peu pour le mettre sur smartphone, sur iPad, et voilà, ils appellent ça un e-book. Ou bien, au contraire, ils prennent un court-métrage, ils le gèlent un petit peu, ils le suppriment un peu le côté animé, et ils appellent ça un e-book. Donc pour moi, c'est pas du tout satisfaisant. Par contre, je serais ravie de travailler sur quelque chose vraiment spécifique, l'iPad pour le lecteur numérique, mais que ce soit fait exprès pour ce média-là. Oui, donc, on parlait de votre film Mir Masque que vous avez projeté ce matin, et puis aussi de... Mon confrère a parlé de Coraline. Neil, vous avez aussi travaillé sur une adaptation de Beowulf avec Roger Avery et Robert Zemeckis. Et je voulais savoir comment ça s'était passé dans ce cadre-là, parce que c'était un projet hollywoodien qui a pris de nombreuses années. Et puis... comment ça s'est passé également pour Coraline? Est-ce qu'il y a des différences? Et si vous aviez tous les deux d'autres projets pour le cinéma dans le futur proche? No, no two films ever happen in the same way. With Coraline, the day I finished writing it, I called my agent and said, I'm going to send you a book. Can you get it to Henry Selick? You get it on Henry Selick's desk. I loved The Nightmare Before Christmas. I was one of the few people who noticed that Henry Selick had directed it, and that Tim Burton had had very little to do with it. And that was a good thing to have learned. So it went on to Henry's desk. I had a meeting with Henry. He said, I love it, I want to make it. I said, good. And then I just had to believe in Henry and stick by him.
until early 2009, when the film came out. En fait, deux films ne se font jamais de la même façon, c'est toujours une histoire différente. Pour Coraline, par exemple, une fois que j'ai eu fini de l'écrire, je l'ai envoyé à mon éditeur en lui disant « Est-ce que tu pourrais t'assurer que ce que j'ai écrit arrive sur le bureau de Henry Selick ?» Parce que j'avais adoré Nightmare Before Christmas, qui n'a pas été réalisé vraiment par Tim Burton, mais justement par Henry Selick, contrairement à ce qu'on croit. Et donc, Henry Selick a aimé, a vraiment aimé, donc il a voulu me rencontrer. Et du coup, moi, je n'ai plus qu'à croire en ce qu'il allait faire avec ce que j'avais écrit et attendre le résultat en 2009. Beowulf existed because Roger Avery wanted to make a Beowulf film that he would direct. And he wanted to make a funny, fast, low-budget film that would feel a little bit like Terry Gilliam's Jabberwocky or Terry Gilliam's Monty Python and the Holy Grail. So that was the kind of film that we wrote, and it was immediately bought by the movies. This was 1997, I think, and it was immediately bought. It was going to be made. Robert Zemeckis was going to produce. It got the green light. We had a green light. And then I learned something that I didn't know before, which is, and a green light in Hollywood can be turned off again. So the green light went away. Donc pour Beowulf, ça s'est passé complètement différemment parce que Roger Avery voulait faire quelque chose avec cette histoire de plutôt drôle, un film pas cher, à petit budget, façon un peu Terry Gilliam, c'est Sacré Graal. Et du coup, voilà ce qu'on a commencé à écrire, un peu dans cet esprit-là. Et ça a bien marché. En 97, l'idée a plu. Zemeckis devait le produire. On nous a donné le feu vert. Et c'est là que j'ai appris qu'en fait, à Hollywood, quand on donne le feu vert, on peut le faire repasser au rouge. Et finalement, on a eu le feu rouge. At the end of 2004, I got a phone call from Roger Avery saying, Robert Zemeckis, saying, I just got all of the rights to Beowulf back. And we can go and make this cheap film that we wanted to make, but Robert Zemeckis really wants to make it as a huge Hollywood motion capture blockbuster. What should I do? And I said, whatever you decide to do, I will back you up, because I wrote it for you. And he went away and thought, and then he said, I'm giving it to Robert Zemeckis. So that was why Beowulf went to Zemeckis. So that was the way that happened. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2004, j'ai reçu un coup de fil de Roger Avery, justement, qui m'a dit « Ça y est, j'ai récupéré tous les droits pour Beowulf, donc on peut y aller, on peut faire notre petit film, petit budget, comme on le voulait. » Sauf que le problème, c'est que Zemeckis, entre-temps, avait décidé d'en faire un gros blockbuster façon hollywoodienne. Et donc, voilà, Roger Avery m'a demandé ce que j'en pensais, ce que je devais faire. Et je lui ai dit, quelle que soit ta décision, je te soutiendrai, je l'ai écrit pour toi. Donc il a pris le temps de la réflexion et il a donné le feu vert de son côté à Zemeckis pour en faire ce qu'il a fait. The films that are next of my work that are next going into production, it looks like will be some short stories that are very, very close to production. They have the locations, they're cast, they're budgeted. And there are two films that should probably, definitely one, probably two, will get shot in 2013. And then there is also the Graveyard Book, which now has I think it almost has a new director who can be announced, but not quite. And so I can't say very much about the Graveyard Book other than it looks very much like there's going to be a film and it's going to get made. Et pour les projets à venir, bien, ce seront surtout tirés de nouvelles. En tout cas, pour les projets, tout est prêt, on a le casting, on a les lieux de tournage, on a tout, et donc les tournages devraient avoir lieu en 2013. Et pour The Graveyard Book, le livre du cimetière, on a donc un nouveau réalisateur qui est quasi signé, quasi sûr, mais pas assez pour pouvoir l'annoncer officiellement. Donc tout ce que je peux dire, c'est que c'est presque sûr.
question for Neil Gaiman. I have a crowd behind me pushing me to ask something about the new Doctor Who episode. Do you have any hints you can give us? No, they would kill me. The BBC would kill me. They have assassins. Ninja, BBC ninja assassins. I would stand here, I would say, yes, I will tell you the story of the new Doctor Who. And I would go, the first thing that happens is, and then you would hear, and I would be taken out by BBC ninjas. It would be horrible, and you would have blood on your hands. La BBC me tuerait. Hein. Ils ont des assassins, des ninjas payés pour ça. Si jamais je commençais à vous raconter, oui, je peux vous dire quelque chose sur le prochain épisode, ce qui va se passer, c'est que, et là vous entendriez un bruit d'arbalète ou quelque chose comme ça, et du coup vous auriez mon sang sur vos mains, et ce serait absolument atroce. It's got Cybermen in it. Il y a un cyborg, un homme cybernétique dedans. Donc bonjour. Alors j'ai une question pour Monsieur Neil Gaiman. Alors ça concerne à la base un épisode des Simpsons que j'ai vu il y a quelques jours, dans lequel vous avez une apparition et où vous interrogez quelque chose qui, bon, moi personnellement m'a beaucoup touché, qui me paraît très important sur où est la création quand en fait on fabrique plus qu'on crée, c'est-à-dire qu'on construit des livres, en l'occurrence des livres. Et que c'est, alors qu'on n'a pas l'intention de faire quelque chose d'artistique au début, qu'on met des choses à nous dedans qui apparaissent. Et donc j'aimerais d'une part votre opinion ou avis, quoi que ce soit là-dessus. Okay, The Simpsons is a cartoon. In reality, I do not wait in big bookshops for people like Homer Simpson, Bart Simpson, the professor, and Marge's sister, Selma, to form writing cooperatives and then feed them